Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour ce numéro des Matins du Sénat pour vous faire vivre les travaux de la Haute Assemblée. Les sénateurs votent la loi, mais ils font aussi le bilan de leur application. Et c'est le cas notamment avec la loi Egalim sur l'agriculture et l'alimentation, promulguée en octobre 2018. Les sénateurs ont réuni la semaine dernière une table ronde de syndicats agricoles pour voir les effets des mesures prises sur la formation des prix. La loi Egalim a en effet pour ambition d'inverser la construction des prix agricoles pour permettre à l'agriculteur de fixer lui-même le prix de son produit. Cette loi a aussi augmenté de 10% le seuil de revente à perte et encadré les promotions trop agressives. Tout de suite, le bilan de la loi Egalim. Mes chers collègues, nous allons commencer cette audition. Vous savez que nous avons beaucoup débattu, évidemment, dans cet hémicycle de la loi Egalim, qui a été promulguée le 30 octobre 2018. Et après la phase purement législative, sur laquelle nous avons tous beaucoup œuvré, notre commission s'intéresse cette fois à cette loi dans nos fonctions de contrôle. Nous serons vigilants, bien sûr, avant tout, à ce que les textes d'application qui sont prévus par la loi soient bien pris, que les ordonnances respectent bien le champ d'habilitation qui a été donné par le Parlement au gouvernement. Et ce sera bien sûr le cas lors des débats que nous aurons sur le bilan d'application des lois et lors de la ratification des ordonnances qui sont prévues par cette loi. Mais notre commission, et c'est peut-être plus novateur, s'attachera également à suivre les effets de la loi sur les agriculteurs, sur les industries de l'agroalimentaire, mais aussi sur l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient consommateurs, industriels, commerçants, négociants, élus de collectivités territoriales ou gérants de restauration collective, puisqu'ils sont fortement concernés. Il paraît en effet essentiel de s'assurer que les mesures que nous avons adoptées ou que nous avons contestées se traduisent effectivement et rapidement, notamment par une amélioration du revenu des agriculteurs. La situation est urgente. Aucun droit à l'erreur n'est cette fois permis, d'autant que des inquiétudes assez fortes avaient été émises notamment par notre Sénat lors des débats sur l'applicabilité de certaines dispositions, sur le potentiel contournement de quelques dispositifs et sur le bilan global de cette loi, sur l'équilibre des exploitations agricoles, notamment au regard des charges induites. Le titre premier de la loi est très attendu par le monde agricole et il entre progressivement en vigueur. La première ordonnance sur le relèvement du seuil de revente à perte de 10% et l'encadrement des promotions a été publiée. Si l'encadrement des promotions en valeur à 34% est effectif depuis le 1er janvier, la hausse du SRP et l'encadrement des promotions en volume pour la majorité des contrats devraient intervenir respectivement le 1er avril et le 1er mars d'après le gouvernement. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Peut-être en termes d'introduction, déjà dire la nécessité et le besoin de changer les règles, les leviers qui étaient jusqu'ici donnés à la grande distribution dans un pays qui considérait jusqu'ici qu'il fallait des règles pour que les prix soient les plus bas possibles pour le consommateur. Et on a vu où ça a amené le monde agricole, puisque cette pression, où la main a été donnée depuis beaucoup de temps à la grande distribution, a abouti à une situation, c'est l'Observatoire des prix et des marges qui le dit, il y a deux chiffres très révélateurs, c'est-à-dire les coûts de production, quelles que soient les filières, ne sont plus couverts, et ce depuis plusieurs années dans beaucoup de productions. Et puis d'autre part, sur la valeur que paye le consommateur, parce que le consommateur paye quand même, sur 100 €, 6 seulement reviennent à l'agriculteur. Donc dans ces situations, il y a une notion d'urgence à réagir, et notre projet a porté en 2 points. Alors pour certains, il a été suivi par le gouvernement, pour d'autres, c'est plus délicat, et on a eu l'occasion d'en discuter aussi avec cette Assemblée, et j'y reviendrai, puisqu'il y a certains points effectivement qui buguent, et on en a déjà discuté, on l'avait déjà dit au gouvernement. En tout cas, nous avions souhaité partir d'une construction de prix en marche avant, c'est-à-dire partir des coûts de production, ce qu'il faut pour permettre d'équilibrer les comptes dans les exploitations, d'une part, et d'autre part, de stopper tout ce qui était incitatif, on va dire, à la guerre des prix, et notamment, c'est là où on retrouve l'encadrement des promotions ou le SRP. Donc, aujourd'hui,
cette loi, la loi est votée. Par contre, pour qu'elle soit appliquée convenablement, il y a nécessité à ce que les ordonnances rentrent en pleine application, et notamment la dernière partie de ces ordonnances qui relève des sanctions, puisque on a appris depuis le début, effectivement, même si on s'en doutait déjà beaucoup, mais en tout cas depuis le début du lancement du débat, dans un premier temps, du débat parlementaire et des décisions gouvernementales, nous avons appris que les engagements de la grande distribution, en tout cas, ne valent rien s'ils ne sont pas contrôlés de par la loi. Il y a des chartes qui ont été signées par les distributeurs. On ne peut pas dire qu'elles aient été respectées, loin s'en faut. On est dans un pays qui est comme ça. Malheureusement, s'il n'y a pas un encadrement fort de la réglementation, les distributeurs ne tiendront pas leurs promesses. Alors, on sent malgré tout les choses évoluer dans le bon sens. On le voit dans la publicité de certains distributeurs, même certains distributeurs qui prônent la baisse de prix dans leur publicité évoquent le fait on continue à baisser les prix sauf sur les produits alimentaires. On l'a vu. Donc on voit que les intentions y sont. Ça fait écho aussi à ce que veut notre société. Notre société considère qu'il n'est pas normal que les agriculteurs ne vivent pas de leur métier. Par contre, de là à ce que ça se traduise dans les boxes de négociation, on n'y est encore pas. En tout cas, dans l'image, c'est le cas. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre des dernières ordonnances, puisque pour nous, 2 ordonnances sont absolument essentielles pour que le dispositif rentre en pleine application. Celle du SRP et des promos qui constituent l'aspect guerre des prix. Ou pour les promotions en valeur en tout cas c'est applicable. Pour le reste les dates sont février, mars, avril, vous l'avez dit. Et puis également pour la construction du prix en marche avant, c'est l'ordonnance sur les prix abusivement bas qui pour nous est très très importante, puisque si on veut effectivement que le producteur ait un levier de négociation, voire de recours vis-à-vis de son acheteur, il est essentiel que le producteur puisse attaquer son acheteur sur prix abusivement bas et un recours juridique pour le faire. Et c'est l'ordonnance sur les prix abusivement bas qui est écrite aujourd'hui, qui doit être envoyée au Conseil d'État et à l'autorité de la concurrence, qui permettra à ce qu'il y ait une meilleure tenue et en tout cas que nous ayons un levier au niveau des producteurs pour pouvoir faire valoir nos coûts de production. Et puis peut-être un bug, et nous comptons beaucoup sur cette ordonnance prix abusivement bas parce qu'elle nous permet d'écrire ce que la loi aurait dû écrire sur la fixation des indicateurs coûts de production. Vous êtes très au fait de cette histoire, puisque nous avions beaucoup milité pour que les indicateurs coûts de production soient neutres et indépendants, c'est-à-dire pris par les interprofessions si elles le pouvaient, mais à défaut, bien entendu, s'il y a blocage dans une interprofession, que ça puisse être fait dans l'Observatoire des prix et des marges. Le législateur nous l'a refusé, en tout cas pas le Sénat, vous n'y êtes pour rien, hein, puisque vous aviez été dans notre sens. L'Assemblée nationale aussi, d'ailleurs, dans un premier temps. L'Assemblée nationale, le Sénat avait été dans notre sens. Le rapporteur de l'époque, Jean-Baptiste Moreau, avait mis en l'air un petit peu tout ça. Le gouvernement était revenu dessus et l'Observatoire avait disparu de la rédaction finale. Nous en étions fortement émus, voire plus. Et nous voyons bien aujourd'hui que nous avions raison, puisque certaines interprofessions, nous sommes quand même 3 mois après la promulgation de la loi, n'ont pas été capables de sortir des indicateurs de coûts de production, contrairement à l'Observatoire des prix et des marges dont c'est le travail. Et ces blocages paraissent évidents, puisque lorsque l'on demande, si on prend l'exemple d'Interbef par exemple, c'est la grande distribution qui refuse des indicateurs de coûts de production qui permettent à ce que le salaire de l'agriculteur soit pris en compte. Voilà. Donc c'est pour ça que cette ordonnance prix abusivement bas est très importante, parce que nous voulons refaire le match à quelque part, c'est-à-dire qu'un agriculteur puisse
se servir d'indicateurs neutres et indépendants issus de l'Observatoire des prix et des marges pour attaquer un prix abusivement bas. Et c'est pour ça que cette dernière ordonnance pour nous est très très importante. Voilà ce que je pouvais dire en propos introductifs. Merci. Merci beaucoup de ces propos liminaires. Madame Le Floch de la coordination rurale. Alors bonjour à tous, excusez-moi du retard. Madame la Présidente, oui, on est en plein dans les élections et vous excuserez mon amateurisme puisque c'est une première pour moi. En ouvrant les États généraux, le Président de la République, il annonçait vouloir améliorer le revenu des agriculteurs. Chose difficile à obtenir puisqu'avec des solutions uniquement françaises, comment résoudre cette problématique puisque nos prix sont fixés beaucoup en faisant référence à des prix mondiaux. Nous nous félicitons cependant que la loi ait prévu de tenir compte d'indicateurs de coûts de production et d'inverser la formation des prix, puisque nous sommes le seul secteur économique dans lequel le vendeur ne décide pas des prix de ses produits. Alors la proposition pour y répondre réside dans la contractualisation. Outre les faits que les contrats ne concernent pas tous les producteurs, et l'on voit bien l'article de mémoire 632-21 peut-être, exclut la référence aux indicateurs de coûts de production au SCA, donc Société Coopérative Agricole. Donc là se pose tout un questionnement pour nous, producteurs de la coordination rurale, étant donné que les contrats ni double bipartite ni tripartite n'aient été plus que ça mis en avant. Ça marche à certaines échelles. Les productions sont toutes aussi variées les unes que les autres. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et si on regarde pour le secteur laitier, puisque je suis une productrice de lait, aujourd'hui les références au coût de production, donc l'indice qui a été publié par le CNIEL, l'interprofession laitière, qui est une méthode définie et proposée par l'IDEL, donc la méthode coût-prod, qui aboutit à un prix de 396 € les 1000 litres. Ce prix calculé pour les 5 dernières années nous donne un prix de 422 € les 1000 litres. Sauf que dans les négociations, ce prix-là n'apparaît que pour la part dans le mix produit qui intervient pour les PGC, donc les produits de grande consommation français. Du coup, dans certaines formules, ça pèse pour 40%, pour 50%, voire seulement pour 11%. Donc, la couverture des coûts de production n'est pas encore garantie. Donc, est-ce que les producteurs verront leurs revenus augmenter grâce à des déclarations de bonnes intentions qui pourraient venir des industriels et des distributeurs par rapport au relèvement du seuil de relève du SRP? Sachant que de mémoire, ça ne concerne pas les MDD, donc les marques distributeurs, donc à vérifier. Par rapport à l'encadrement des promotions, se pose quand même la question, dans le marché tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de régulation qui favorise la surproduction de certaines marchandises, qui fait qu'inévitablement, on justifie et on accorde des promotions. Donc, pour nous, la régulation, très importante. Une fois les indicateurs validés par les interpros, ce qui est actuellement particulièrement difficile, nous constatons surtout des blocages de la part de l'aval, et qui peuvent en plus formuler des guides d'utilisation des indicateurs sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Autrement dit, en pratique, l'Interpro peut publier des recommandations, mais tout le monde peut les ignorer, y compris ses membres. Et là encore, il eût été judicieux de tenir compte des indicateurs qui auraient été ceux de l'OFPM, donc de l'observation de la formation des marges et des prix. Et en plus, nous sommes limités par le droit de la concurrence. Voilà. Nous entendons également que mieux rémunérer les agriculteurs, il faut partager la valeur, et c'est une notion à laquelle la coordination
tient, c'est que le producteur en lui-même produit de la valeur et c'est évident que cette valeur est définie à partir de son coût de production. Ensuite, le transformateur réalise une valeur ajoutée qui lui est propre, mais la première étape, c'est bien de rémunérer notre valeur. La filière... Alors je vais finir par rapport au prix abusivement bas. Pour nous, il eût été judicieux que ceci se rapproche le plus possible des coûts de production définis par chacune des interpros. Nous avons aussi la possibilité dans chacune de ces interprofessions de réaliser des courbes de Gauss dans lesquelles on classe les producteurs suivant leur coût de production. Et je parle bien par coût de production et non par seuil de rupture. Le seuil de rupture, qui sont des chiffres utilisés aujourd'hui par les chambres d'agriculture, sont des coûts, des chiffres, dans lesquels la rémunération du producteur est la déduction de ce qui a été permis en termes de prélèvement. Or, il faut prendre les coûts de production en y ajoutant une vraie rémunération, classer les agriculteurs et ensuite on pourrait peut-être fixer pour chacune des productions la barre à 70% ou de ce coût de production moyen et non seuil de rupture. Et enfin, pour finir, afin de sortir de cette situation des marchés européens qui doivent être régulés, protégés, la coordination rurale a toujours été en faveur de l'exception agriculturelle. Merci. Merci, madame. Je vais donc passer la parole à monsieur Nicolas Giraud pour la Confédération paysanne. Merci, madame la présidente. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été discuté au moment de la loi. On a eu des entrevues avec pas mal d'entre vous. Je vais essayer donc de répondre à où est-ce qu'on en est aujourd'hui, s'il y a des avancées, quelles sont-elles, et comment est-ce qu'on ressent les choses. Donc, concernant l'appropriation du nouveau mécanisme de contractualisation inversée, il nous semble, vous l'avez déjà souligné tout à l'heure, Madame la Présidente, que c'est compliqué, notamment pour des secteurs où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire. Donc à partir de là, on voit qu'on touche déjà un premier point de blocage. Et dans ce cas-là, cette contractualisation n'est pas vraiment effective. Elle est déléguée de fait à l'acheteur. Plus précisément, en ce qui concerne le lait, où la contractualisation est-elle obligatoire, nous, on pointe du doigt un autre bémol. C'est la formation des organisations de producteurs verticales, c'est-à-dire liées à un acheteur. Et on a toujours revendiqué le fait d'inciter plus fortement à avoir des organisations de producteurs transversales, par bassin, par territoire, qui permettraient d'être moins dépendants, moins sous la tutelle finalement d'un seul acheteur, avec qui la discussion est forcément faussée, surtout que parfois, dans certaines OP, c'est même un membre de l'acheteur qui est mis à disposition de l'OP pour la faire tourner, quoi. Donc on voit bien la mise sous dépendance et le rapport de force qui est forcément compliqué dans ces conditions-là. Sur les nouvelles clauses de négociation, notamment sur la qualité qui doit être rémunérée, donc finalement c'est la rémunération de la montée en gamme, quelque chose qu'on a toujours porté. On a le regret de voir qu'elle est peu pilotée par les producteurs, même dans les interprofessions. On voit qu'il y a un vrai ratage, selon nous, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on voit énormément d'initiatives privées qui se mettent en place, que ce soit de transformateurs ou de distributeurs, qui mettent en place, on voit des initiatives sur la rémunération de la viande avec un cachet bien-être animal, la rémunération d'un lait équitable, la rémunération d'un lait à l'herbe, mais qui n'est pas interprofessionnel. Il n'y a pas une capacité des interprofessions à avoir une montée en gamme générale, et à chaque fois, c'est une appropriation de cette montée en gamme par des marques, par des entreprises, et qui fait que les doutes qu'on avait au départ de dire c'est bien beau de vouloir recréer de la valeur, mais si on n'a pas un socle fort de répartition, on va continuer dans le même système, nous semble avéré de ce côté-là. Donc, cette segmentation de privé ne devrait pas ne devrait pas être un moyen d'organiser une guerre pour obtenir de nouvelles parts de marché. Elle devrait être un moyen
de mieux payer les producteurs, c'était l'objectif de la loi. Et on pointe le risque qu'avec cette segmentation privée, on avance encore un peu plus vers une dualité de l'agriculture et une dualité de l'alimentation. C'est-à-dire que certaines marques et certains consommateurs auront le choix d'une alimentation de qualité. Certains producteurs pourront être sauvés par rapport à d'autres parce que cette marque ou ce transformateur aura fait le choix d'avancer sur cette montée en gamme, mais uniquement sur certains territoires ou certaines productions. Sur l'élaboration des indicateurs, comme l'a dit M. Bénézy, on voit bien que notamment à Interbev, ça patine très fort. Il y a forcément des points de blocage par rapport notamment à la distribution qui, et c'est inacceptable, ne veut pas rémunérer le travail des paysans. La revendication, c'était à hauteur de 2 SMIC, ce qui ne nous semble pas ahurissant pour le monde paysan. Et l'intervention du médiateur des relations commerciales n'est pas suffisante. Et c'était une revendication qu'on avait dès le début. Une médiation n'est pas suffisante. Il faut vraiment un arbitrage public pour arriver à contraindre. Et on retouche du doigt le problème d'une loi sans contrainte, finalement. Sur les négociations commerciales, il ne nous semble pas qu'il y ait forcément de changement de mentalité. Il y a, on voit mise en avant des démarches vertueuses, on va dire, mais qui sont relativement minoritaires en nombre de producteurs et en volume. Il y a par contre une grosse pression qui a été mise déjà en avant des négociations et qui est encore mise maintenant sur la bio, sur l'agriculture biologique. Et il nous semble que c'est très dangereux de vouloir tirer l'agriculture biologique qui permettait de rémunérer encore les éleveurs, les paysans, et ça aura tendance à tirer la totalité du marché vers le bas, et pas seulement l'agriculture biologique. Une fois qu'ils auront renié les marges sur l'agriculture biologique, ils les renieront ailleurs. Donc pour nous, les effets de la loi risquent d'être quasiment nuls pour les producteurs. Il nous semble que c'est bien beau de mettre un code de la route, mais si on n'arrive pas à mettre de gendarmes, les distributeurs et les transformateurs ne seront pas suffisamment vertueux. L'ordonnance de prix abusivement bas nous paraissait, la notion de prix abusivement bas nous paraissait très importante, pouvait être centrale. Le fait qu'elle soit juste dans une ordonnance, le fait que ça paraisse long et difficile de faire aboutir ces démarches-là pour des producteurs ou des organisations de producteurs nous semble compliqué. Et on aurait bien voulu voir le pouvoir politique de manière globale reprendre la main sur le pouvoir économique, notamment sur la notion de transparence. Nous, on revendique le fait que sur la transparence, on puisse avoir une connaissance des parts de marché, des parts et de la valeur de la matière première dans les transactions commerciales entre transformateurs et distributeurs pour qu'ensuite, nous, on puisse négocier. La valeur ajoutée de la transformation doit se faire sur leur capacité à transformer, leur capacité à faire du marketing, mais pas sur leur capacité à mettre une pression forte sur les producteurs. Et symboliquement, c'est vrai que on est allé voir, en question de transparence, on est allé voir, on mène des actions en ce moment par rapport à la société Lactalis, qui est le prédateur par excellence. J'ai un certificat de non-dépôt des comptes annuels donné par le tribunal de commerce de Paris pour la société BSA, donc Beignet SA, qui date, ce certificat date du 10 janvier 2019. Le greffier du tribunal de commerce de Paris certifie que les comptes annuels concernant la société suscitée n'ont à ce jour pas été déposés au tribunal pour l'exercice clos le 31/12/2017. Donc il nous semble qu'il y a aussi une nécessité d'avancer de ce côté-là. Je vous remercie. Désolé. Merci, M. Giraud. À vous, Jean-Baptiste. Merci. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, bonjour. Écoutez, sur la loi des États généraux d'alimentation, on avait demandé depuis des années qu'on puisse recentrer le débat sur l'agriculture. Alors certes, on est producteur d'alimentation, mais notre démarche première dans cette loi était de redonner du revenu aux agriculteurs de tout secteur, maraîchers, arboriculteurs, céréaliers, éleveurs, et une loi qui puisse encadrer l'ensemble des démarches commerciales agricoles. Notre volonté chez Jeunes Agriculteurs a toujours été de pouvoir continuer à installer des jeunes, et si on veut installer des jeunes, il faut qu'ils aient des prix rémunérateurs et qu'ils soient traités comme il se doit. On est en capacité sur nos exploitations d'offrir une alimentation saine, sûre et durable, objectif de la loi que l'on avait déjà atteint avant que la loi soit parue. Le seul objectif qu'on n'avait pas atteint, c'était des prix rémunérateurs.
Alors oui, la loi, elle ne va pas résoudre demain avoir 15% de revenus sur nos exploitations. On ne va pas, à la fin du mois, avoir plus sur notre compte bancaire. Par contre, une chose qu'on a réussi à faire dans cette loi, c'est d'inverser une logique de vieille de 50 ans de pratiques commerciales agressives sur les prix et dont les agriculteurs étaient la variable d'ajustement. Se dire qu'en l'espace de 1 an de discussion et de 6 mois de discussion après législative, on a commencé à inverser cette logique, c'est peut-être pas grand-chose, mais comparé à 50 ans de guerre massive sur les prix, nous, ça nous paraît déjà être une bonne chose, et que les producteurs reprennent la main sur la construction du prix, c'est une bonne chose. Alors c'est pas à travers les interprofessions, c'est pas parfait, on le sait bien, mais il y a quand même des interpros qui y travaillent. On peut dénoncer les pratiques où ça n'avance pas, mais aussi mettons aussi en valeur celles où ça avance, où il y a déjà eu quelques années auparavant des contractualisations qui se sont faites, des répartitions de valeurs qui se sont faites. Sur la filière betterave, on avait une répartition de la valeur qui se faisait avant. On l'a perdu à la fin des quotas parce qu'on a perdu l'encadrement. Donc là, on a réencadré les pratiques commerciales. Donc on doit être en capacité de pouvoir remettre en place quelque chose en marche avant, de construction de prix en marche avant. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments qui ont été dits par mes collègues. Moi, ce que je voudrais simplement aussi ajouter, c'est que l'objectif est aussi de recréer le lien avec le consommateur dans cette loi. Ça faisait aussi partie de cette loi d'assurer une alimentation saine, sûre, durable. Il y a les ordonnances qui vont être en application. La dernière qu'on est en train de discuter, enfin l'une des dernières qu'on est en train de discuter, c'est le prix de cession abusivement bas. Il faut que tous les agriculteurs soient concernés. Donc pour les transformateurs, qu'ils soient coopératives ou privés, il faut qu'ils soient concernés. Pour ceux qui achètent nos matières premières, ça c'est une ligne où, alors c'est peut-être assez exceptionnel, mais les 4 syndicats, on est d'accord et on l'a défendu ardemment ces derniers jours. Et on continuera à le faire pour que ça aille dans ce sens. Sur la partie aussi qui va aussi impacter nos exploitations, il y a à la fois sur le titre 1, mais on ne peut pas détacher le titre 1 du titre 2, qui permet aussi de valoriser nos productions en respectant certains critères de qualité et de protection de l'environnement. Et là-dessus, on est encore en train de travailler pour que, à la fois en matière de contrôle de l'État sur nos exploitations, mais aussi des pratiques commerciales, on a accepté d'avoir quelques contraintes en plus à condition que nos prix soient revalorisés. Ça fait partie de cet ensemble-là. Il y a peut-être un point qu'on peut aussi mettre en avant pour où en sommes-nous et comment ça fonctionne. Nous, ce qu'on a besoin actuellement, une fois que la loi va être appliquée, c'est que l'État respecte ses engagements et que aussi les industriels puissent respecter leur engagement et mieux nous rémunérer. Donc on a besoin de contrôle dans les grandes surfaces, chez les transformateurs, pour voir si tout se passe bien. Un couplet qui a aussi été mis dans la loi, c'est notamment ce qui concerne l'importation des matières premières qui ne respecteraient pas les normes européennes. Alors françaises, on sait qu'avec on a déjà mis un pied dans la porte pour interdire la vente de produits qui ne respecteraient pas les normes et les standards de production européens. Et là, on a un gros travail à faire et on montera aussi en gamme sur l'ensemble des produits et les distorsions de concurrence que l'on connaît sur une exploitation, ce qui est quand même la première chose qui nous fait du mal de ne pas rémunérer nos prix, parce qu'on peut être un marché mondial. Un marché mondial, c'est très bien si on est sur le même standard, il peut y avoir de la concurrence. Sauf que là, actuellement, on est sur un marché mondial avec une distorsion de concurrence. Donc déjà, les dés sont pipés. Et dans la loi, on l'a mis aussi en valeur, donc c'est des choses que l'on doit faire, et nous, chez Jeunes Agriculteurs, on y sera vigilants. Je mets un micro. Merci beaucoup à tous les quatre de ces propos liminaires. Je vais donc donner la parole successivement à Michel Raison, Anne-Catherine Loisier, Daniel Grémillet, et ensuite dans l'ordre où les sénateurs se sont inscrits, où ils me signalent leur demande de parole. Merci. Michel. Merci Madame la Présidente. Je voudrais souligner quelques points, faire quelques remarques. Souligner déjà qu'on peut se féliciter que dans le monde agricole, il y ait des syndicats qui soient des syndicats de construction.
puisque vous parlez tous de propositions et de suivi de ces propositions dans le domaine législatif et du suivi de son efficacité. Une deuxième remarque, c'est que peut-être pour la première fois dans le monde agricole, on trouve entre les syndicats un premier point d'accord. Ce point d'accord concernant le domaine législatif de la construction du prix de revient, que vous aviez tous proposé, que vous avez tous revendiqué, qui était que si les interprofessions n'arrivaient pas à se mettre d'accord, c'était l'Observatoire des prix qui devait prendre le relais. Et il est quand même dramatique de constater que tous les syndicats sont d'accord, que l'Assemblée nationale l'a voté dans une première lecture, que le Sénat a voté conforme, et que pour peut-être la première fois de la Ve République, sur un vote conforme, en accord avec tous les syndicats, sous les ordres du gouvernement, l'Assemblée nationale a fait échouer une CMP et est revenue sur sa parole sous les ordres du gouvernement. Donc je tenais quand même à le souligner parce que c'est grave, puisqu'on est tous d'accord. La deuxième remarque concernant le revenu. On parle beaucoup de revenus. Très sincèrement, n'oublions quand même jamais qu'un revenu, c'est une lapalissade que je vais dire, mais est quand même bien fait de la différence entre les charges et les produits. Et on ne pourra jamais régler le problème du revenu agricole qu'en parlant du prix. Parce que d'abord le prix, il est multiplié par des kilos, des litres, un certain nombre d'autres quantités, très variables en fonction des années. La preuve, on a fait une année de sécheresse, t'as beau augmenter le prix, s'il n'y a pas de quantité, il y a un problème. Que deuxièmement, l'agriculture est un domaine économique très spécifique, puisque dans la colonne produit, il y a une partie qui vient de la politique agricole commune. Ne l'oublions pas non plus, et n'oublions pas, en parlant que de la grande distribution comme bouc émissaire, et Dieu sait si je les combats, leur méthode, on ne va pas régler comme ça le revenu agricole. La grande distribution, j'ai bien noté une des paroles de Nicolas Giraud qui a dit « pas de changement de mentalité », en parlant de la grande distribution. Et que je pense réellement qu'on est pratiquement au bout du législatif. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis parlementaire. Tous les ans, on change la loi concernant la relation entre distributeurs et fournisseurs. Le problème est moral. Parce que, y compris sur l'encadrement des promotions, y compris sur le SRP, il y a déjà des méthodes de contournement de l'application de cette règle, ne serait-ce que par les NIP, ne serait-ce que par un certain nombre d'autres systèmes. Donc je vais essayer, parce que je pourrais évidemment continuer encore un peu trop longuement. Pas trop longtemps, je vais essayer d'en venir à rapporteur. une question, Madame la Présidente, avant de vous obliger à me faire une remarque. Et donc, ma question va être claire. Redites-nous réellement si aujourd'hui on a déjà une petite sensation que le prix agricole, mais vous nous avez déjà un peu répondu, mais dites-le avec beaucoup de franchise, est-ce qu'il y a une amélioration ou non? Et vous ne nous avez pas parlé du prix abusivement bas, puisque les ordonnances ne sont pas encore prises. Comment imaginez-vous la façon dont vont être prises ces ordonnances et quelles vont être les conséquences positives sur nos paysannes et nos paysans? Merci. Merci, cher Michel. Les remarques sont toujours bienveillantes. Je vais donc donner la parole à la deuxième rapporteure de ce texte, Anne-Catherine Loisier, non sans vous dire, Madame et Messieurs, que nous allons prendre toutes les questions. Voilà, et ensuite, vous répondrez chacun votre tour aux questions qui vous ont été posées. Donc, pour des questions pratiques, je préfère vous le dire. Merci Madame la Présidente, merci à vous Madame, Messieurs. Moi je voudrais souligner l'exercice auquel on se livre aujourd'hui, puisque comme l'a évoqué Michel, on sentait bien lors des débats de cette loi que entre les éléments inscrits dans la loi et la mise en œuvre, on rencontrerait un certain nombre de difficultés. Et donc très rapidement, la Commission des affaires économiques s'est engagée dans une stratégie de suivi, avec d'ailleurs la constitution d'un groupe de suivi
Je pense qu'on est vraiment pleinement dans notre rôle de contrôle de l'application de la loi, mais aussi pleinement dans cette recherche finalement de retrouver une certaine confiance dans la loi, c'est-à-dire qu'on fait une loi, mais derrière il faut vraiment qu'on s'assure qu'elle atteint bien les objectifs. Voilà. Sinon, on va encore aller vers un discrédit et alimenter cette défiance que l'on ne voit que trop en ce moment. Donc moi, je voudrais juste revenir sur ce qui me semble être quand même un des socles de cette démarche, c'est-à-dire la constitution des indicateurs de coûts de production. Vous l'avez dit, nous avions en première lecture, ça a été dit, trouvé un accord. L'Assemblée nationale est revenue à notre grande surprise sur cet accord et donc les modalités d'élaboration des indicateurs ne peuvent plus s'appuyer sur une intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, mais vous l'avez un petit peu évoqué les uns les autres, où en sont donc précisément les négociations autour de ces indicateurs? Quelles sont donc les interprofessions qui sont parvenues de manière unanime à en élaborer? Si elles ont été adoptées, sont-ils bien pris en compte? Ça aussi, on a eu un début de réponse dans les contrats et les formules de prix. Sinon, comment les producteurs vont-ils construire leur prix dans les contrats à venir, à défaut donc de ces indicateurs, de cette base d'indicateurs professionnels? Merci. Merci. Je vais donc donner la parole à Daniel Grémier, qui est le président de ce groupe de suivi des États généraux de l'alimentation. Daniel. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, notre commission, à l'unanimité, a considéré qu'il était essentiel de mettre en place un groupe de suivi un peu dans l'esprit de ce qui vient d'être dit par nos rapporteurs, et ce qu'a dit aussi notre présidente. On se rend bien compte qu'on est au bout du bout de tout ce qu'on a pu, au niveau des textes, mettre en œuvre et qui n'ont jamais débouché sur une réponse concrète sur l'équilibre nécessaire et la reconnaissance de la place du producteur à l'intérieur de la formation des prix. Il y a déjà des questions que Michel et Anne-Catherine ont évoquées, donc je ne vais pas les évoquer, j'en poserai que deux. Il y en a une, et ça a été un peu évoqué par certains tout de suite dans la présentation. Alors, il y a le contournement des règles qu'on voit déjà apparaître, mais il y a surtout, dans la montée en gamme, une confiscation complète de cette montée en gamme au bénéfice non pas des producteurs mais des distributeurs, puisque soudainement les enseignes exigent des conditions qui n'ont rien de réglementaire, qui sont rien que de l'affichage, mais qui derrière en découlent des charges vraiment supplémentaires pour les producteurs. Donc ce qui veut dire que la façade, et je le dis à notre présidente, il faudra que dans le comité de suivi, qu'on ait l'habilité d'aller au fond de tout. Parce qu'entre l'affichage d'un prix et la contrainte supplémentaire imposée dans le cahier des charges pour pouvoir vendre à telle ou telle enseigne qui n'a rien de réglementaire, a bien des conséquences qui ne vont pas dans le sens et l'esprit de la loi. La deuxième question que je voulais poser, c'est est-ce que vous avez déjà aujourd'hui connaissance du nombre de contrats qui ont été signés? Si oui, avec quel niveau d'augmentation et si, plus précisément, vous pouvez nous donner aussi la répartition à l'intérieur des chiffres d'affaires, parce que là encore, n'oublions pas qu'il y a les négociations sur les marques et il y a les négociations sur les MDD. Et sur les MDD, les négociations, elles sont sur toute l'année et qu'elles ne représentent, pour certaines entreprises, à peine 50%. Donc le revenu de l'agriculteur, au final, c'est le mix des deux. Donc si vous pouviez nous donner déjà à cet instant des précisions, sachant, Madame la Présidente, que dans le cadre du groupe de suivi, donc là, on est à plus d'un mois de la fin des négociations. Il sera nécessaire de refaire le point une fois que les négociations seront terminées, mais de le refaire aussi durant l'année, compte tenu de l'impact des MDD dans le mix produit qui permet de rémunérer les producteurs. Merci Daniel. Et l'objectif du groupe de travail, je le confirme, est bien de perdurer et de suivre ça effectivement dans le temps. Je vais donner maintenant la parole aux sénateurs. Je commence par Jean-Marie Jensen et ensuite nous aurons, que je ne fasse pas de bêtises, Daniel Dubois. Madame la Présidente, mes chers collègues et messieurs
les représentants et madame des syndicats agricoles. En décembre dernier, 2 ordonnances venaient compléter la loi alimentation du 30 octobre 2018. Leur objet, le relèvement du seuil de revente à perte des produits alimentaires et l'encadrement des promotions des produits alimentaires dans la grande surface. 2 ordonnances qui seront, à en croire par le gouvernement, appliquées en février et en mars 2019. Ces ordonnances tardives et la date confuse de leur application traduisent, selon moi, 2 réalités regrettables. Tout d'abord, la loi alimentation marque des avancées du point de vue des consommateurs, mais semble limitée en ce qui concerne nos agriculteurs, éleveurs et producteurs eux-mêmes, qui ne voient pas leur situation véritablement évoluer. En second lieu, l'incertitude qui plane autour de l'application de ces ordonnances prouve que la question du juste revenu de nos professionnels agricoles n'est pas traitée à sa juste mesure en France. L'enjeu est pourtant majeur. Aujourd'hui, nos éleveurs sont plus que dépendants et la politique agricole commune. Les aides européennes versées à la filière bovin-viande sont même supérieures à la rémunération des ventes. La question est simple. Comment feront nos éleveurs le jour où la PAC ne sera plus aussi favorable? Tout au long de cette année, les négociations de la PAC pour la période 2021-2027 vont faire l'objet des débats intenses. Il est du devoir de la France d'anticiper une évolution de la PAC et de préparer dès aujourd'hui les conditions durables d'une meilleure rémunération de nos éleveurs. En premier lieu, il est urgent que les acteurs de l'aval paient le prix de la viande à un prix de revient qui permette aux éleveurs une rémunération décente. En pleine élection des chambres d'agriculture, je souhaite connaître la position des principaux syndicats sur ce sujet de première importance. Merci à vous pour... Merci beaucoup Jean-Marie. La parole est à Daniel Dubuin, aussi à Cécile Kuckerman ensuite. Merci Madame la Présidente. Je salue donc tous les représentants du monde syndical agricole. Et moi, je voudrais réélargir la question par rapport à ce qu'a dit d'ailleurs le représentant des jeunes agriculteurs, Baptiste Gadouya, et Michel Raison. Parce que le prix, évidemment, le prix de vente rémunérateur pour les agriculteurs dépend, je dirais, en très grande partie, je dirais, du coût de production. Et la problématique, pour moi, reste, je dirais, avant tout la compétitivité du monde agricole. Si le monde agricole, aujourd'hui, n'est pas plus compétitif, si le monde agricole, je dirais, subit des normes excessives par rapport à ses concurrents sur un marché mondial, je ne vois pas comment, demain, je dirais, il peut avoir des prix rémunérateurs. On a, en 8 ans, eu 3 lois. 3 lois différentes. La loi de modernisation, la loi d'avenir, la loi Egalim. La compétitivité n'a été qu'écornée, je dirais, à travers ces textes et jamais améliorée. Donc, l'agriculture est face à cet enjeu, compétitivité et un deuxième enjeu. D'accord ? Un deuxième enjeu pour moi, c'est le débat sociétal. On ne peut pas d'un côté dire qu'il ne faut plus manger de viande et d'un autre côté dire qu'il faut garder vos pâtures parce que sinon il va y avoir des problèmes, il y aurait d'écoulement des eaux sur les territoires. Donc à un moment donné, cohérence et compétitivité face à l'excès de normes sont un enjeu majeur. Êtes-vous en capacité aujourd'hui, face à ce débat sociétal, d'avoir le même discours et de vous battre sur vos valeurs et faire en sorte que vous communiquiez dessus ? Merci beaucoup Daniel. La parole est donc à Cécile Kuckerman et ensuite à Joël Labbé. Merci Madame la Présidente. Salut effectivement l'ensemble des organisations syndicales présentes. Je crois saluer également cette initiative à travers cette table ronde et celles qui suivront de notre commission pour effectivement avoir le suivi finalement de l'application de la loi Egalim. Je ne vais pas revenir ici bien évidemment sur le débat que nous avons eu au moment du texte de loi puisque nous entrons là dans cette deuxième phase qui est celui de l'application de la loi. Moi, à vous entendre, on note bien évidemment des difficultés, notamment sur la construction du prix dans l'ensemble des filières. Vous avez parlé du besoin de contrôle, d'une meilleure transparence sur la construction du prix pour atteindre le prix rémunérateur. Dès lors, j'aurais deux questions. La première, est-ce que effectivement la loi suffit et donc on entre dans une phase où il s'agit maintenant de laisser place à la négociation, à l'inversion
des mentalités d'un certain nombre, et quand on sait que ce sont parfois les plus gros et ceux qui quand même dominent le marché, est-ce qu'il peut y avoir réellement cette inversion de mentalité et donc tendre vers la construction d'un prix le plus juste et le plus rémunérateur, parce que bien évidemment la loi elle peut faire beaucoup, mais elle ne règle pas tout, y compris pour faire référence à ce que vient de dire mon collègue précédemment, ça serait s'il y avait besoin d'une loi simplement pour faire de la compétitivité ou pour la freiner. Et je crois que dans le monde actuel, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Et puis, deuxièmement, quels sont à ce stade finalement les besoins que vous pointez, en termes soit de moyens humains, d'agents de l'État, d'agents de contrôle, d'évolution législative s'il le faut, pour que réellement ce qui a été affiché, ce qui a été souhaité, notamment je parle du titre 1 de cette loi, puisse devenir réellement une réalité et répondre en partie à la question du pouvoir d'achat dans le monde agricole demain. Cécile, la parole est à Joël Labbé, ensuite à Franck Ménonville. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Moi je voudrais aussi saluer cette initiative de mise en place du groupe de suivi qui débouche sur une première table ronde où l'ensemble de la représentation syndicale est devant nous. C'est une revendication que je fais depuis longtemps. Pour l'avenir, j'espère que lorsque nous travaillerons sur les orientations budgétaires, quel que soit le résultat des élections prochaines, l'ensemble de la représentation syndicale soit entendu et pas un syndicat majoritaire qui vienne parler pour tout le monde. C'est un souhait. La loi agriculture alimentation nous laisse les uns et les autres sur de l'inachevé. C'est notre et un inachevé qui a été torpillé en plus par le Conseil constitutionnel. C'est important de le rappeler par rapport à notre rôle de législateur, où véritablement le Conseil constitutionnel a complètement dépassé son rôle. C'est à dénoncer. Par rapport à ce qui est entendu aujourd'hui, ce que l'on avait demandé est là unanimement, mais à l'unanimité du Parlement, la question du rôle de la puissance publique par le rôle de l'Observatoire des prix et des marges. Donc là, quelque part, on s'est fait avoir, c'est anormal, et ça dans l'intérêt justement de nos producteurs. Sur la question de l'évaluation du travail paysan, l'idée de le reconnaître à 2 fois le SMIC, je trouve que ça tient bien, cette proposition. On a une base. Je crois que c'est un sujet sur lequel on devrait travailler. Et sur la question de la transparence, que véritablement soit affiché le revenu aux producteurs de base, pour que véritablement le consommateur puisse s'en rendre compte. Du côté de la coordination rurale, qui demande une régulation des productions pour éviter la surproduction, ça va devenir une nécessité. Parce que la question de la compétitivité qui nous emmène à de la surproduction dans un marché mondial qui, à terme, ne pourra pas durer. Moi, je crois beaucoup en la relocalisation de l'alimentation. Les projets alimentaires territoriaux sont intéressants pour cela. Et enfin, la question, on en arrive à la question de l'exception agriculturelle, qui deviendra une nécessité à l'échelle planétaire également. Et puis, la question sur laquelle on est certain à travailler, des paiements pour services environnementaux qui reconnaissent les services apportés à la société par le travail paysan, au-delà des produits qu'ils offrent à l'alimentation. Je vous remercie. La parole donc à Franck Montaugé, ensuite à Françoise Ferrat. Oui, 2 questions du point de vue des territoires ruraux dits de polyculture élevage, souvent avec des exploitations en difficulté, dont les revenus tirés de la PAC constituent parfois l'essentiel du résultat, quand il y a un résultat positif. Ne pensez-vous pas ou comment anticipez-vous les évolutions de la PAC? On nous annonce moins 12 à moins 15% de budget à euros constant. Peut-on penser que les effets de la loi Egalim, qu'on souhaite tous positifs, puissent compenser de telles pertes?
quand les résultats actuels des exploitations sont parfois très faibles. Autre question, ne pensez-vous pas que s'il devait y avoir remontée de valeur vers l'amont, vers le producteur, une partie de cette valeur ne soit captée par les fournisseurs de matériel, par les prestataires de services? C'est un vrai sujet qui a été laissé de côté dans les discussions, ou en tout cas qu'on n'a pas pu aborder. Je crois qu'il y a un vrai sujet. Et dernier point, ça a été évoqué par l'un de vous, qui a dit que vous aviez des difficultés finalement à identifier la formation de la valeur tout au long de la chaîne, du producteur jusqu'au consommateur. Des technologies aujourd'hui type blockchain permettraient parfaitement de suivre cette valeur, cette répartition de valeur et son évolution. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller vers ce type de technique pour enfin apprécier les choses et leurs évolutions de la manière dont elles se passent réellement, hélas trop souvent au détriment des producteurs? Merci Franck. La parole est à Françoise Ferrat, ensuite Henri Cabanel. Merci Madame la Présidente. Ce que j'ai ressenti, Madame, Messieurs, à travers vos interventions, c'est que malgré l'optimisme du gouvernement, force est de constater que la mise en œuvre semble pour le moins peiner dans son mécanisme. Si j'ai bien compris, mais vous me corrigerez si je me trompe, il manque à ce jour, d'une part, le contrôle, et deuxièmement, les moyens d'obligation pour le respect de la loi et de ses ordonnances. Il convient que chacun des partenaires respecte ses engagements, c'est le fondement même de cette loi. Il me semble que le constat que nous faisons ce matin est une étape importante. Et à ce stade, quels moyens envisagez-vous pour faire partager précisément ce constat? Et en cela, je rejoins la conclusion de mon collègue Daniel Dubois. Merci Françoise. La parole est à Henri Cabanel, ensuite à Pierre Louot. Oui, merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs de vos propos. Bien sûr, très satisfait de cette initiative, même si effectivement elle vient tôt dans la démarche, puisqu'il me semble qu'il aurait fallu peut-être un petit peu plus de recul. Donc les uns et les autres se sont exprimés, mais je pense que vous, Monsieur Bénézy, vous avez mis l'accent sur la réalité. La réalité, vous l'avez exprimé, quand un consommateur achète, il revient 6% du prix à l'agriculteur. Et même si cette loi a souhaité effectivement un partage de valeur, est-ce que réellement l'inversion donc des indicateurs, ça a été aussi exprimé, le fait que ce soit le vendeur qui fixe les prix plutôt que l'acheteur, est-ce que vous pensez réellement que cela aura une incidence sur ces 6%, même si je comprends que le seul revenu de l'agriculteur n'est pas lié au prix? Mais là, quand même, il y a un véritable partage de valeur qui me semble à soulever. Deuxième question, par rapport donc aux différentes filières, est-ce que toutes les filières ont été en capacité donc de s'intégrer dans cette nouvelle loi? Et dans les filières, dans chaque filière, les agriculteurs qui sont moins organisés que d'autres, notamment ceux qui ne sont pas en OP, comment ils arrivent donc à s'introduire dans cette nouvelle loi et pouvoir fixer les prix. Et dernière question, ça a été relevé par un d'entre vous qui a bien signifié qu'il fallait recréer le lien entre l'agriculteur et le consommateur. Bon, au-delà de la communication effectivement qu'il faut améliorer, quelle est la solution pour recréer le lien entre l'agriculteur et le consommateur? Je rajouterai quelques petites questions en mon nom propre. Je voudrais savoir, vous, Madame et Messieurs les syndicalistes, quels moyens vous avez mis en place pour suivre de façon extrêmement pragmatique la mise en place de cette loi. Deuxième question qui n'a rien à voir, j'aurais aimé savoir comment évoluait, parce qu'on parle beaucoup des relations avec la grande distribution, mais il n'y a pas que la grande distribution, il y a aussi les circuits hors grande distribution, la restauration, etc. Avez-vous des indicateurs sur ce qui se passe de ce côté-là? Et puis je dois dire que je suis assez préoccupée, Monsieur Giraud, parce que vous avez dit tout à l'heure, car c'est un risque que nous avons touché du doigt souvent dans ces discussions, le risque de la baisse des prix sur les produits à valeur ajoutée. Est-ce que là aussi ça fait de votre part l'objet d'un
suivi particulier? Est-ce que vous avez quelques exemples précis? Parce que là, si toute la politique du gouvernement est orientée vers une augmentation, et certains syndicats d'ailleurs est tournée vers une augmentation des produits à valeur ajoutée, et que sur ces produits à valeur ajoutée, on observe une dépréciation du prix, alors là, je crois qu'on aura vraiment, pour le coup, des difficultés importantes, et nous n'avons pas manqué de le pointer pendant les débats. Voilà. Je vous redonne la parole dans l'ordre, dans le premier ordre, Monsieur Vénissieux. Déjà, peut-être débuter par le fait, il y a eu pas mal d'interrogations sur le fait, est-ce qu'une loi est nécessaire par rapport au contexte économique global? Oui, dans ce pays, une loi est nécessaire. D'ailleurs, si on en est là, c'est parce que des lois ont donné la main à ceux qui achètent. Je prendrai un exemple. D'ailleurs, ça a fait partie des débats sur les EGalim. Nous avions souhaité qu'il y ait des amendements qui renforcent les sanctions sur les regroupements à l'achat. Notamment par rapport à... On a vu beaucoup de regroupements ces derniers temps sur les centrales d'achat, et nous n'avions pas compris que ces regroupements à l'achat ne soient pas traités de la même manière que lorsque les producteurs qui se mettent, j'exagère un petit peu mais pas trop, à deux dans une salle, voient arriver immédiatement la patrouille pour les condamner pour entente. On a vu sur la viande bovine des amendes extrêmement fortes au moment de la crise de la vache folle. On a vu également les endives, etc., etc. Et là, on assiste à des regroupements sans que personne ne dise rien. Donc nous, au niveau de la FNSEA et des GIA, nous avons saisi l'autorité de la concurrence pour faire en sorte pourquoi la loi ne s'applique pas. Et quand on regarde un petit peu, eh bien on se rend compte que, certes, peut-être il y aurait eu des textes à améliorer autour de ça, mais il y a déjà des textes qui devraient d'ailleurs contrôler et les regroupements qui ont été effectués et ceux qui sont en cours, puisque je précise quand même à l'Assemblée que certains regroupements vont peser jusqu'à 34% de la valeur, de 34% du volume qui est vendu. Donc ça c'est un premier temps. Donc oui, malheureusement, il y a besoin de passer par la réglementation, les contrôles, les sanctions, pour que les choses changent, sinon rien ne changera. C'est pour ça que le débat que nous avons est un petit peu prématuré, parce que le cadre, si vous voulez, de la mécanique des EGA, ce sont les producteurs directement ou leurs OP qui fournissent le prix. C'est-à-dire il y a bien une inversion du prix, de la construction du prix. C'est plus l'acheteur qui donne le prix, c'est bien le producteur ou son organisation, coopérative ou pas, qui offre un tarif. Et d'où l'importance de ce premier acte, qu'il est nécessaire que toutes les organisations de producteurs et toutes les coopératives intègrent bien. C'est à partir de là que tout commence. Si une organisation de producteurs, effectivement, ne propose pas à son acheteur le coût de production, tout le reste de la loi et des ordonnances ne s'appliqueront pas. On ne va pas quand même attaquer un acheteur à qui on n'a pas proposé, si on prend l'exemple du lait, l'indicateur interprofessionnel, puisqu'a priori il est sorti récemment, il a été validé, au moins celui-là, 396 €, je précise, la tonne, pour du lait conventionnel. Je reviendrai sur la montée en gamme après. Conventionnel, 396 €. Si l'opérateur, l'organisation de producteurs propose 350, il sera difficile d'aller chercher devant un juge l'application du prix abusivement bas. Par contre, si on propose 396, que l'acheteur dit non, non, c'est 300, et que la négociation se finit à 350, il y aura une négociation en défaveur du respect du coût de production, et là, il pourra y avoir recours. D'où l'importance de l'ordonnance prix abusivement bas, et l'importance que le juge puisse considérer le prix abusivement bas, que ce soit par l'indicateur interprofessionnel s'il existe, et je ne veux pas revenir sur le débat que nous avons eu, ou l'observatoire des prix et des marges, et d'où l'importance que cette ordonnance comporte bien les indicateurs référence à l'observatoire des prix et des marges. Donc ça, c'est la première étape. Donc dans la mise en œuvre, je ne suis pas sûr qu'au stade où nous parlons, toutes les organisations de producteurs, tous les producteurs se soient appropriés, et que tous les commerciaux, y compris de nos propres organisations de producteurs, aient demandé ce qu'il faut demander.
je le dis. En tout cas, nous n'avons pas l'intégralité des retours. Et nous, en tant que producteurs, nous ne sommes pas dans les boxes de négociation. Ce sont les industriels, ce sont nos organisations de producteurs. Donc nous aurons un travail à faire avec nos organisations de producteurs, nos coopératives, pour que le prix proposé soit bien celui qui doit être proposé. Ça, je dirais, c'est la première chose. Et puis, dans l'application immédiate, on va balayer d'un revers de main les grands engagements non tenus des distributeurs. Il y a déjà quelque chose qui s'applique. C'est 34% de la valeur au niveau des promotions, depuis le 1er janvier. Le reste, ça s'appliquera quand les ordonnances tomberont, SRP 1er février, etc. etc. Sur la valeur, nous avons déjà saisi au niveau de la FNSEA et des JA le gouvernement, la DGCCRF ou le ministère de tutelle de la DGCCRF pour aller faire des contrôles chez des enseignes qui étaient à plus de 34% de promotion en valeur. Donc on a des gens qui, depuis le 1er janvier, hésitent ou traînent à appliquer la loi. D'où l'importance des sanctions. On est dans un monde comme ça. On est dans un monde où malheureusement on peut regretter que les échanges naturels, comme on le voit peut-être dans d'autres pays où les gens dans le commerce se respectent, eh bien non. Là, on a des lois qui ont donné la main à la grande distribution, qui en a profité, qui en a abusé. Et donc, il y a nécessité à ce que les contrôles et les sanctions soient extrêmement durs et appliqués. Et on voit ce qui se passe sur les promotions. Il y a déjà des choses qui ne sont pas appliquées à l'heure où on parle chez certaines enseignes. Et ça sera le cas au fil du temps. C'est pour cela qu'il y a nécessité d'être extrêmement dur. Et puis peut-être terminer sur le fait que c'est bien un ensemble de dispositifs qui est nécessaire. Ensuite, nous avions manifesté au niveau de la FNSEA et des JA sur les importations distorsives au printemps. L'huile de palme, les accords internationaux, les accords CETA, Canada, Amérique du Sud. On disait, attendez, on entend à peu près tous les jours, et c'était l'occasion aussi du titre 2 des EGA, faites mieux, faites mieux, faites mieux. Et puis, mais on a dit, mais attendez, vous importez, enfin on importe des choses qui sont complètement interdites à la production en France. Et donc c'était tombé au moment, ces manifestations étaient tombées au moment des débats, notamment au Sénat. Vous aviez déposé un amendement sur le sujet pour interdire les importations faites, alors je n'ai pas le texte exact, mais en gros, faites avec des produits phytosanitaires, vétérinaires, pharmaceutiques, alimentaires, farine de viande, etc. Enfin, il y avait tout. En tout cas, il y avait tout. Il était très complet. Là, pour le coup, le gouvernement l'a accepté jusqu'au bout. Ça, nous en sommes extrêmement satisfaits. Et il est nécessaire pour répondre aux distorsions de concurrence, parce qu'effectivement, certains industriels nous disent, mais attendez, s'il faut vous payer plus cher, on va importer. Mais non, ils n'ont plus le droit. Quand on regarde de près, ils n'ont plus le droit. Et aujourd'hui, les 200 000 tonnes de viande qui rentrent d'Amérique du Sud, elles sont illégales dans ce pays. Et ça serait encore curieux qu'il n'y ait pas quelques contrôles dans les semaines ou dans les mois qui viennent pour empêcher ça. Parce que la loi dit aujourd'hui que c'est illégal. Ça peut paraître... au niveau de ces importations qui ont été faites dans des conditions différentes, c'est illégal. Et encore heureux, vu ce qu'on nous demande. Et puis pour terminer, toute la logique que nous avons développée sur les coûts de production, elle est valable pour toute la montée en gamme. Quand on dit 396 € pour le conventionnel, c'est 500 pour le bio. Quand on dit 4,64 € pour les vaches dans les abattoirs, les bonnes vaches allaitantes, pour le bio, c'est 1 € de plus. Si c'est du non-OGM, c'est en plus. Nous avons demandé au niveau de la FNSEA et des JA, à l'Observatoire des prix et des marges, de nous sortir des indicateurs fiables et indépendants, pour le bio notamment, mais aussi pour toutes les autres choses qu'on nous demande, parce que ce qui est en train de se passer est d'ailleurs catastrophique. Du lait à 87 centimes bio chez Carrefour, ils sont en train de scier toute la création de richesse qui peut c'est-à-dire ils utilisent le bio comme produit d'appel. Donc
d'où l'importance de l'augmentation du SRP. Il sera obligé quand même à ce niveau-là de pas donc dans l'application du SRP, ils ne pourront pas descendre aussi bas, mais d'où l'importance surtout de l'application des coûts de production et que les gens qui produisent du lait bio aient les moyens demain de dire à Carrefour on vous attaque pour prix abusivement bas parce que c'est pas 87 centimes, c'est en plus. Voilà la logique qu'il faut. Et donc, on est en pleine construction, d'où l'importance de ces ordonnances avec sanctions, contrôles qui sont nécessaires pour que les choses aboutissent. Et nous avons très très peu de temps parce que le monde agricole ne tiendra pas très longtemps dans ces mécaniques-là. Parce qu'effectivement, il y a les charges. Il faut tout faire pour baisser les charges. Nous avons obtenu récemment le maintien de l'exonération totale du GNR, le TODE, vous y avez participé aussi pour les saisonniers. Il y a des combats que nous avons menés, que nous avons gagnés pour baisser les charges. Mais et il faut continuer bien sûr. Il y a la PAC. Quand on dit 396 € la tonne ou 4,64, on dit ça en tenant compte des 10 milliards d'euros de PAC. Donc ça veut dire que s'il y a moins de PAC, c'est peut-être 5 €, 5,5 €, ou le lait c'est peut-être 450, 500, etc. Donc voilà dans quel contexte nous sommes et nous évoluons dans le cadre de nos actions. Merci, monsieur. Et peut-être dernière chose. Alors, rapidement. Sur les promotions, j'en ai parlé, nous avons saisi effectivement pour contrôler tout ça et nous irons contrôler dans les magasins que ce soit bien, fait. Et puis nous souhaitons engager un vrai travail avec nos organisations de producteurs pour que chaque organisation de producteurs, dans son premier tarif proposé, propose bien au moins le coût de production. Monsieur Giraud, voilà, à votre tour. Merci. Je vais partir déjà de la première remarque de Michel Raison sur le problème moral que vous dénonciez sur la notion de prix bas en fait. Et une question qui pour moi est revenue à plusieurs moments sur la notion de compétitivité en fait. Et je pense qu'on a tous une responsabilité, nous paysans, consommateurs, citoyens, vous élus également, sur cette notion de compétitivité. On voit qu'on arrive toujours, on avance toujours sur une on avance toujours sur une notion de compétitivité incluant seulement le prix. Et on voit bien qu'à ce petit jeu-là, la France ne sera pas compétitive. Par rapport au blé ukrainien, par rapport à de la viande argentine, par rapport à du soja, par rapport à du mouton néo-zélandais ou du lait irlandais. Donc soit on continue à chercher à abaisser nos charges à tout prix pour être achetés par nos acheteurs, mais à un prix qui ne nous rémunérera pas nous, soit on avance sur une recherche de compétitivité plus globale, qui permettrait peut-être de sortir de ce cercle infernal de prix bas, compétitivité plus globale qui pourrait répondre par d'autres manières aux attentes sociétales, en matière environnementale, en matière d'aménagement territorial, en matière de changement climatique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on avance dans ce sens-là, c'est-à-dire que le prix ne peut pas être la seule base de fabrication de nos produits, quoi, finalement. Nos produits ont une valeur parce qu'ils répondent à une attente citoyenne. S'ils n'y répondent plus en matière environnementale ou climatique ou territoriale, les consommateurs vont s'en détourner. Donc, moi, je viens d'une région et d'une production qui est sous signe AOP, qui est un petit peu à la marge, mais qui est pas forcément compétitive par son prix. On est sous AOP, je fabrique du lait pour le comté, mais qui répond à une autre compétitivité, c'est-à-dire une compétitivité d'aménagement territorial, une compétitivité d'environnement, de montée en gamme. Et on retouche le problème de la montée en gamme de tout à l'heure. Vous nous avez questionné sur que je reprenne la question. Sur la dépréciation qu'il pourrait y avoir sur les prix à forte valeur ajoutée, finalement, c'est aussi de notre responsabilité, j'allais dire, est-ce qu'on est capable, en interprofession, avec tous les producteurs,
de chercher à vraiment tirer vers le haut tout le monde, mais sans avoir une recherche minimaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends l'exemple du lait de pâturage à l'interprofession laitière. Pour nous, elle est pas excluante, parce que quasiment tout le lait français pourrait y rentrer dedans, mais résultat, elle ne va servir à rien. Elle ne va pas financer les producteurs, elle ne va pas être mise en place par les industriels ou les distributeurs, parce qu'elle ne correspondra à rien. Au contraire de ce qu'on arrive à faire, peut-être nous dans nos AOP, peut-être plus facile, mais parce que des anciens, à un moment donné, ont mis des objectifs forts et se sont mis des contraintes qui sont aujourd'hui des atouts. Donc on retouche à la question de la compétitivité. Est-ce que ces contraintes-là, à terme, sont contraignantes ou est-ce qu'elles sont des atouts pour le futur? Donc c'est cette question-là qui nous semble importante de creuser pour arriver à avancer sur une compétitivité globale qui répondrait mieux aux enjeux sociétaux. Et je rebondirai sur plusieurs questions qu'il y a eu aussi sur la PAC. La PAC doit nous servir à répondre à ces enjeux de compétitivité globale. La PAC, pour nous, à la Confédération paysanne, n'est pas seulement un tiroir-caisse, ne doit pas être considéré comme un tiroir-caisse, mais comme un levier de changement, comme un levier de transition agricole qui doit nous permettre d'avancer. Si on arrive à avancer vers des systèmes plus performants environnementalement, territorialement et socialement, avec des paysans nombreux sur les territoires, on arrivera à, quelque part, répondre aux attentes citoyennes de ce côté-là. Une fois qu'on aura répondu aux attentes citoyennes, on peut forcément espérer que nos productions seront accueillies de manière plus attractive, voilà, seront plus attractives pour le consommateur et ne chercheront pas à s'en détourner. Il me semble qu'on ne peut pas faire le choix à la fois d'une production de volume, d'une production d'export et d'une production de valeur ajoutée. Les deux sont antinomiques et on ne peut pas arriver à jouer sur les deux tableaux à la fois. Donc sur la PAC, pour faire simple, nous à la Confédération paysanne, on défend une dégressivité des aides et un plafonnement, on défend des aides à l'actif et des aides aux petites fermes, des aides sur les premiers hectares pour symboliquement payer plus les actifs que les hectares, et on défend forcément des aides à la transition agricole, type de ce qui avait été fait dans les années 2000, les CTE, qui étaient un bon moyen d'avancer vers une transition agricole. Il va de soi qu'en même temps, on a besoin de régulation des volumes. C'est quelque chose qu'on a toujours mis en avant à la Confédération paysanne, et en plus de régulation, on aura besoin de répartition des volumes qui nous permettront d'avoir des paysannes et des paysans nombreux. Et ça, c'est aussi la politique européenne qui doit aller dans ce sens-là. Au niveau donc des indicateurs interprofessionnels, ce qu'on demandait dès le début des États généraux, et ce qui n'a pas avancé et sur lequel on bloque encore aujourd'hui, c'est le fait que les indicateurs de production soient prépondérants par rapport aux indicateurs de marché. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et c'est un moyen aussi des distributeurs et des industriels de passer outre la construction des coûts de production, notamment à Interbev. En gros, le ministère leur explique que si les coûts de production, si les indicateurs de coûts de production ne répondront pas, s'ils ne les utiliseront pas, ou ils pourront les minorer par des indicateurs de coûts de marché. Donc à partir de ce moment-là, on retombe encore dans une gestion du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs, et on voit bien qu'on n'a pas réussi à l'atténuer. Et juste pour conclure sur le besoin de contrôle plus important, il nous semble forcément, et c'est ce qu'on est en train on ne fait pas des contrôles, on n'a pas vocation à faire ça, mais on est dans un cycle d'action, nous, sur la grande distribution, pour marquer notre refus de toujours avancer vers des prix plus bas. On avait également lancé déjà courant 2015 des plaintes devant la justice face à l'extorsion des grands industriels laitiers. On était principalement dans le lait à ce moment-là, des plaintes une plainte qui est toujours active dans le Finistère, qu'on a relancée aujourd'hui, qu'on a relancée la semaine dernière par rapport notamment
ce que je disais tout à l'heure, au problème de Lactalis, de la non-publication des comptes. Et il y a forcément une responsabilité du pouvoir politique à remettre sur le devant de la scène ce besoin de transparence, qui n'est pas un besoin pour mettre à mal l'industrie agroalimentaire française, mais qui est un besoin de comprendre les mécanismes, un besoin de comprendre la construction de leur valeur ajoutée pour mieux avancer sur la répartition. On voit bien que c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. On voit bien que c'est ce qu'on a essayé de nous vendre au cours des États généraux. Et enfin, moi, je fais personnellement, je vais dire, mon mea culpa un petit peu par rapport à ce qui s'est dit pendant les États généraux. On a mis justement beaucoup en avant la filière Comté à ce moment-là, en expliquant que c'est une filière qui arrivait à répartir. J'en étais relativement content qu'on la mette en avant, sauf qu'à y regarder de plus près, c'est des choses qu'on peut pas retranscrire. En filière Comté, on a de la régulation des volumes, chose qui existe nulle part ailleurs, donc il faut retravailler là-dessus. En filière Comté, on a une coopération qui est encore aux mains des producteurs, des paysans, chose qui n'est vraie nulle part ailleurs. En filière Comté, on a un cahier des charges contraignant, mais qui nous donne des atouts. Et en filière Comté, on n'a pas encore de gros industriels qui bloquent les discussions, qui bloquent la négociation, et qui fait qu'on peut avancer sur une transparence. On connaît, nous, approximativement, mais c'est ça qui fait la distribution du prix, on connaît la quantité de Comté et le prix à lequel il est vendu par nos affineurs. Et à partir de là, s'engage la négociation. Donc on ne pourrait pas nous vendre de se responsabiliser et d'avancer pour tous aller dans ce sens-là, parce qu'on voit bien que c'était impossible d'aller dans ce sens-là dans l'état actuel des choses. Et c'est là où il faut contraindre le modèle agro-industriel pour avancer sur cette nécessaire transparence, au moins un petit peu, pour pouvoir répartir cette valeur qui a été créée à un moment donné et qui doit revenir chez les paysans. Merci beaucoup. Enfin, la parole à nos jeunes agriculteurs. Baptiste Gatouya. Oui, merci. Alors, déjà, en premier lieu, pour répondre à peu près sur les questions qui ont été posées, notamment autour des négociations commerciales et comment se passaient les négociations commerciales. On a demandé à être invité dans les box de négociation. On s'est dit, comme on a travaillé sur les EGA et qu'on veut renouer une relation de confiance avec les transformateurs et distributeurs, on a fait une demande officielle à l'ensemble des distributeurs de pouvoir les accompagner pour les aider à mieux nous rémunérer. Étonnamment, on a essuyé un refus politiquement correct de nous dire écoutez, on ne peut pas, au vu du droit de la concurrence et du commerce, que des représentants syndicaux ou de producteurs soient présents. Vous comprenez bien qu'on aurait bien aimé vous avoir avec nous, mais légalement, on n'a pas le droit. Donc voilà, comme quoi la loi, des fois, ça sert. Et c'est pour ça que les EGA devront nous servir. Quand on discute avec eux sur au moins un petit peu les évolutions sur les négociations commerciales, certains nous disent que c'est plus facile. Alors, on ne sait pas, enfin voilà, c'est les discussions qu'on a avec quelques transformateurs de temps en temps, des mineurs, mais voilà, on ne peut pas exactement vous dire si ça se passe bien ou mal. On sait que les contrats sont un petit peu plus avancés que l'année dernière et il y en a eu un peu plus de signés que les années d'avant. Alors, est-ce qu'ils sont signés avec une revalorisation du prix ? On l'espère. Enfin, voilà, vu les communications des grandes surfaces, on peut espérer quand même qu'il y ait au moins une négociation à la hausse. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que dans une économie, il y a deux façons de voir les choses pour avoir du prix. C'est soit on l'administre et on réglemente tout, soit c'est une relation de confiance. La relation de confiance avec les producteurs, elle a été perdue en 50 ans. Donc on ne va pas revenir en l'espace d'un an en leur disant on vous fait confiance et dans les boxes de négociation. On sera vigilant. Et si on veut pouvoir changer ce dogme, nous on n'est pas pour une agriculture administrée et des prix administrés. Ce qu'on veut, c'est travailler en confiance. On y arrive au niveau local ou avec certains transformateurs et on doit pouvoir le démultiplier pour les grands marchés, que ce soit sur le local, sur la restauration hors domicile et aussi à l'exportation, parce que la France est un grand pays agricole, a des produits à valoriser au niveau international avec nos standards de qualité qui sont recherchés partout dans le monde. Enfin, alors, il y a des boulangeries, des boucheries partout dans le monde et où le savoir-faire français est reconnu, sauf que
ces boulangeries, elles se servent quelque part, c'est dans nos exploitations. Donc on doit pouvoir être en capacité de créer aussi de la valeur à l'exportation. On dit toujours l'exportation c'est le marché mondial. Oui, c'est le marché mondial, pour une base. Mais avec notre valorisation, il faut aussi que cette valorisation, on la transforme à l'exportation. Et la compétitivité, on la gagnera là. On a fait des efforts de compétitivité, on est certainement arrivé au bout du bout. Là, une fois qu'on a fait une alimentation saine, sûre, durable et pas chère, sauf que là, on nous demande encore plus sûr, encore plus durable. Bah oui, mais alors du coup, le prix, forcément, il augmentera. Et c'est pas simplement de couvrir les charges, c'est d'augmenter. S'il y a des charges en plus, il y a du prix en plus, mais pas une fois plus. C'est 1,5, 2 fois plus, en fonction de la valeur qui est créée derrière. C'est cette logique-là qu'il faut que l'on arrive à faire rentrer dans les boxes de négociation. Parce que c'est vraiment dans les boxes de négociation qu'on aura les prix. Concernant les marques de distributeurs et les promotions, je voudrais juste que vous soyez bien, ça concerne toute l'alimentation, grandes marques et marques de distributeurs, les ordonnances. Donc tout le monde sera bien encadré par ces ordonnances-là, que ce soit marque de distributeur ou les grandes marques. Donc ça, là-dessus, je me suis fait vérifier pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais là, c'est sûr et certain, les ordonnances encadrent tous les produits alimentaires. Concernant le débat sociétal que l'on peut avoir avec nos concitoyens, on l'a vu, il y a des modes alimentaires qui changent. Certes, il ne faut pas les imposer à tout le monde, c'est la seule chose que nous on demande. Chacun a libre choix de manger ce qu'il a envie, du conventionnel, du raisonné, du bio, du label rouge. Nous, notre objectif, c'est que l'alimentation soit de qualité, que ça rémunère le producteur. Alors c'est à nous, en termes de communication, de certainement le mieux valoriser, mais surtout que la valeur qui est créée ne soit pas accaparée par les industriels. Ils ont saigné, on va dire, le conventionnel. Maintenant, ils s'attaquent au bio parce que le bio, ils ont bien margé un peu. Là, ils l'ont mis en valeur. Tout le monde est habitué. Donc, le but d'un industriel, d'une GMS, une fois qu'elle a assis son marché et que les gens achètent, c'est de se dire les gens se sont habitués à payer cher, enfin plus cher. Donc du coup, maintenant, on va saigner un petit coup les producteurs. Comme ça, nous, la marge, on va la récupérer. Et du coup, on dira, vous voyez, sur les autres produits, on a remis de la marge. Et petit à petit, on va emmener la filière bio dans le mur. Donc, servons-nous de ce qu'on a appris sur d'autres secteurs pour éviter que la filière bio soit pris dans de tels méandres et qu'on mette à plat les exploitations bio. Parce que parce qu'il y a un marché qui existe, il faut aussi pouvoir l'approvisionner, le développer dans certains cas. Là où les gens il y aura le marché à développer. Donc on doit pouvoir être en capacité, nous, de fournir, de nous adapter, et on ne s'adapte pas en 6 mois. Voilà, quand on s'adapte au bio, il faut 3 ans minimum, et puis après, il faut pouvoir pérenniser les choses. Donc ne cassons pas cette dynamique. Concernant la PAC, alors je vais peut-être vous paraître un peu bisounours, mais nous, la PAC, on n'a pas envie qu'elle baisse, quoi. Enfin, j'ai entendu ce matin, si elle baisse, comment on fait? Non, moi, c'est si elle augmente. Comment on se sert du budget pour aider l'agriculture? Alors, c'est peut-être utopique, hein. C'est peut-être parce qu'on est jeune, mais je me dis que si on veut refaire un contrat avec la société, moi, demain, si dans la PAC, on met des paiements de services environnementaux, si dans la PAC, on favorise la biodiversité, on cultive la biodiversité, on la produit, je ne le ferai pas avec l'argent qu'on a actuellement. Parce que l'argent qu'on a actuellement me sert à mon revenu. Et voilà. Et du coup, OK, on va repenser la PAC. La PAC, c'est une politique agricole commune à l'ensemble du territoire européen. Mais nous, ce qu'on veut chez Jeunes Agriculteurs, c'est vraiment cette partie-là. C'est qu'on aille de l'avant. La PAC sera peut-être plus verte, oui. Mais si elle est plus verte, le budget, ce n'est pas de l'agriculture. Si elle est plus verte, c'est de l'environnement et de l'écologie. Et les gens, s'ils veulent favoriser la biodiversité, nous, on est les seuls à le faire. Moi, je suis désolé, une haie, on ne va pas la mettre sur les toits parisiens, on ne va pas la mettre sur une rocade. Par contre, si on la met, c'est sur du foncier agricole qui nous sert à produire des aliments de qualité. Donc si on perd de la production, il faut qu'elle soit remplacée par autre chose. Donc voilà, c'est vraiment la position que nous, on souhaite défendre. C'est un service. Enfin voilà, c'est les paiements de services environnementaux qui ont été mis en avant. Nous, on y souscrit plutôt bien. On a beaucoup parlé... S'il vous plaît. Messieurs, je dis messieurs parce qu'il y a beaucoup de grosses voix.
On se félicitait de ce qu'il venait de dire. En termes de régulation de production, on sait que les systèmes des quotas marchent plutôt bien. Et comme on n'est pas dans une économie administrée, qu'on ait une bonne relation, les interpros doivent être en capacité aussi d'anticiper les demandes et de pouvoir réguler elles-mêmes la production. Ça se fait dans certaines productions. Voilà, je suis planteur de betteraves, je signe un contrat en volume, j'aurais bien aimé en prix aussi, mais déjà en volume, si je fais plus de volume, j'ai aucune garantie sur le prix. Donc j'ajuste au mieux ma production. C'est des choses qui doivent se développer. C'est pour ça que nous, on a toujours prôné un contrat avec un acheteur fait par l'agriculteur, mais avec des volumes et des prix. Et ça, c'est important. Et de toute façon, c'est la suite logique des choses. On y viendra. Ça prendra du temps, mais on y arrivera. Sur la valeur qui peut être captée, qui a aussi été repris dans plusieurs interventions, on doit, voilà, les 6%, c'est la base, quoi. Enfin, c'est ce qui nous permet à peu près de vivre, hein. Pas tous, mais tout ce qui va être créé en plus, moi je l'assimile un petit peu au monde de la mode. Le monde de la mode, on est capable d'aller faire fabriquer en Chine pour que les gens aient un t-shirt à 1 €. Mais on est aussi capable d'aller faire des choses en France par une catégorie de la population où le t-shirt, au lieu d'être à 1 €, il va être vendu 100 €. Donc l'agriculture française doit pouvoir répondre à celui qui est capable d'acheter 1 € et celui qui est capable d'acheter 100 €. Donc avec des bons standards, et il faut qu'on se mette... alors on n'arrivera peut-être pas à 1 €, on va peut-être resserrer l'écart type, essayer de mieux répartir, mais c'est pareil, c'est une relation de confiance. Et celle-là, on l'a en premier lieu sur de la restauration en foyer ou sur du circuit court. Quand il y a des parents maintenant qui, dans les cantines, acceptent. Ils passent de 3 € des fois à 4 € pour nourrir leur enfant le repas. Faire un repas à 4 € chez soi, c'est quand même pas évident. Enfin, nous, on a essayé plusieurs fois. Moi, je tire leur chapeau à ceux qui arrivent une fois. Voilà. Donc peut-être aussi que ça animera. Alors les collectivités territoriales auront peut-être leur part à prendre, l'État aura sa part à prendre, les foyers auront leur part à prendre, et nous aussi on pourra, voilà, sur le local, on arrive à faire des efforts pour apporter une alimentation aux enfants qui vont plutôt bien. Et c'est grâce à ça qu'on recréera le lien avec les consommateurs. De toute façon, si le consommateur a une demande, qu'elle soit sur une alimentation à bas prix ou à valeur ajoutée, si le circuit fonctionne bien, la valeur qui est créée à chaque échelon doit pouvoir redescendre. Et la loi est là pour l'encadrer. Il y aura peut-être besoin, dans 2 ans, de refaire une loi, et on reviendra vous expliquer qu'il faut refaire une loi agricole pour justement ajuster maintenant à la marge. On a fixé un cadre, et maintenant on a toutes les petites lignes à écrire. On a écrit les grandes lignes avec les ordonnances, et là on va avoir toutes les petites lignes. Enfin voilà, on a des industriels comme Métro, des choses comme ça, des personnes comme ça, qui ont des gros débouchés, qui viennent nous voir et nous dire on commence à sentir que ça se retourne, le sans OGM on voudrait, oui, en France on sait que de toute façon il y a du sans OGM partout, quoi qu'on en dise, il y a du sans OGM partout, et donc du coup il y a les filières végétales, animales qui sont en train de travailler ensemble pour justement aller dans ce sens-là et répondre aux objectifs aussi de la loi. Et voilà pour ce bilan de la loi agriculture et alimentation dressé par les syndicats agricoles face aux sénateurs. Les agriculteurs se réjouissent d'avoir repris la main sur la construction du prix de leurs produits. Mais pour que ces nouvelles mesures soient réellement appliquées, ils demandent que l'État prévoie des sanctions si la grande distribution ne respecte pas ses engagements. Les sénateurs vont poursuivre le bilan de la loi Egalim et prévoient de recevoir la grande distribution et les transformateurs. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.